Nous nous réunissons aujourd'hui pour s'assurer que chacun et chacune ici puisse pleinement remplir son rôle de député et faire vivre notre démocratie par l'exercice du vote. Le texte que je vous présente aujourd'hui s'inscrit dans la nécessité de concrétiser les promesses de la loi du 11 février 2005, celle du plein exercice de la citoyenneté par les personnes en situation de handicap, un objectif auquel notre règlement, par le vote assis levé, contrevient aujourd'hui. Les promesses de cette loi, qui a redéfini nos politiques publiques à l'égard des personnes handicapées, étaient ambitieuses. Mais 20 ans après son adoption, l'espoir suscité par cette loi est aujourd'hui à la hauteur de la déception résultant du retard considérable accumulé par la France dans sa mise en œuvre, tant en matière d'accessibilité que d'inclusion. Je m'attacherai d'ailleurs à en dresser un bilan complet dans le cadre de la mission d'évaluation que je mène actuellement avec ma collègue Christine Lenabour. Depuis 20 ans, tout a été évoqué pour permettre des passe-droits, pour déroger à la règle et pour exclure davantage. La tradition, le caractère minoritaire des obligations ou les coûts. Au nom des coûts, vous avez revu à la baisse l'ambition de la construction de 100% des logements neufs accessibles. Au nom des coûts, la scolarité des enfants handicapés se fait avec des professionnels pas ou peu formés, sans statut et mal rémunérés. Aujourd'hui, le handicap est reconnu par la Défenseure des droits comme la première cause de discrimination et la France est épinglée année après année par l'ONU et l'Europe pour son entrave persistante au respect de nos droits fondamentaux. Voilà le coût du renoncement. Voilà le coût du renoncement à l'égalité des droits. Cette proposition de résolution est certes un symbole, mais un symbole ô combien puissant. Celui de montrer que chacun et chacune, quelle que soit sa situation, a le droit de siéger dans cette Assemblée et de prendre part à notre vie démocratique. Car l'Assemblée nationale, ce beau bâtiment du XVIIIe siècle, n'échappe malheureusement pas au retard pris en matière d'accessibilité et d'inclusion. Malgré des progrès récents notables, des efforts restent encore à produire pour que la maison du peuple ne soit pas excluante à l'égard des personnes en situation de handicap. Nous nous heurtons encore bien souvent à des normes liées au patrimoine pour garantir l'accès à tous et à toutes à ces lieux. Le règlement qui régit notre institution a été créé, à l'image de cette Assemblée, par et pour les personnes valides. En effet, l'article 63 de notre règlement dispose que les votes s'expriment soit à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire ou au scrutin public à la tribune. L'article 64 précise que le vote à main levée constitue le mode de votation de droit commun en toute matière. C'est alors en cas de doute sur le résultat du vote à main levée qu'il est procédé au vote par assis et levé. Si la présidence de séance peut privilégier un scrutin public ordinaire, ce n'est pas le cas pour clôturer une phase de discussion qui ne prévoit qu'un vote par assis et levé en cas de doute. Il en va de même en matière de peine disciplinaire. L'article 72 prévoit ainsi que la censure simple et la censure avec exclusion temporaire le sont par assis et levé. Aucune autre modalité de vote n'est prévue, y compris en cas de doute. Si le recours au scrutin public ordinaire est donc en pratique privilégié, en cas de doute sur le résultat d'un vote à main levée, il existe 2 cas où le règlement ne prévoit pas d'alternative au vote par assis et levé, privant de fait les personnes dans l'incapacité de se lever de la possibilité de participer au scrutin concerné. Cette situation n'a rien de théorique. Je n'ai pas pu prendre part au vote à plusieurs scrutins malgré ma présence dans l'hémicycle. De façon totalement ubuesque, je n'avais pas non plus pu prendre part au vote lors de l'élection de la présidence de l'Assemblée le 18 juillet dernier parce que l'on refusait de descendre l'urne située en haut des escaliers. Mes chers collègues, cette proposition de résolution a été adoptée par la Commission des lois à l'unanimité, sans modification. Elle est l'occasion de rappeler que la rigidité des normes qui régissent notre fonctionnement peut être une rigidité excluante. Afin d'y remédier, l'article unique de la proposition de résolution supprime, dans notre règlement, les modalités de vote par assis et levé pour les remplacer par un scrutin public ordinaire ou un vote à main levée. Mes chers collègues, ce texte
est certes symbolique, mais il vient rappeler que c'est le manque d'adaptation de l'environnement qui vient générer un handicap, pas la situation physique d'une personne. Ce symbole, chers collègues, doit interroger nos pratiques, nos habitudes. Car alors que cet hémicycle n'est toujours pas représentatif des 12 millions de personnes handicapées qui composent notre pays, faire en sorte que ces bancs soient plus à l'image de notre population dépend certes de modalités de vote plus inclusives, mais elle dépend aussi et surtout de la possibilité de participer à la vie politique et de se présenter à une élection. Car aujourd'hui, quel parti parmi ces rangs peut se targuer d'accorder tous les moyens nécessaires pour inclure pleinement des candidats et candidates, militants et militantes en situation de handicap? Combien de députés s'assurent aujourd'hui que leur permanence, leurs réunions, leur site internet soient pleinement accessibles? Quel parti a un siège accessible? Quel parti peut aujourd'hui prétendre s'assurer pleinement que chaque candidat et candidate ait accès à l'aide humaine et technique nécessaire pour faire campagne? Aujourd'hui, alors qu'un cinquième de la population est en situation de handicap, seulement 0,02% des élus de notre pays sont handicapés. Mes chers collègues, à un an des élections municipales, si notre Assemblée doit évoluer, nos instances politiques doivent également prendre leurs responsabilités pour qu'il y ait davantage de députés, de maires et d'élus en situation de handicap. Nous sommes pleinement responsables de garantir les mêmes possibilités au sein de nos partis pour que chaque personne, qu'importe sa situation de handicap, puisse prétendre, elle aussi, à représenter nos concitoyens. Cette proposition de résolution est donc une première étape, mais il reste tant à faire. Je remercie Madame la Présidente d'avoir signé avec moi cette proposition de résolution. Je tiens à saluer également tous les présidents et présidentes de groupes qui ont joué le jeu pour accepter de modifier le règlement de l'Assemblée. Je formule le vœu solennel que cette proposition de résolution puisse inspirer nos collègues sénateurs et sénatrices à l'occasion de la proposition de résolution sur le règlement du Sénat qu'ils et elles examineront en séance publique le 8 avril prochain. Et j'ai une pensée, enfin, pour la centaine d'élus en situation de handicap que compte notre pays, dont la majorité le sont à l'échelle communale. Malgré les préjugés, malgré l'assignation, malgré le manque de moyens, vous faites bouger les lignes. Puissons-nous être plus nombreux encore l'année prochaine. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur.